Bonjour, c'est Sandy, Écoloboss. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs Radpont d'Equana. Et Anaïs, est-ce que veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je suis Anaïs Radepont, j'ai 30 ans. Je suis consultante en transition écologique à mon compte depuis 6 ans. Et donc, j'ai créé à 6 ans la structure Equana. Ok. Je sais qu'avant d'être vraiment sur la transition écologique, tu étais plus sur le zéro déchet. Est-ce que tu veux bien me parler de ton parcours, raconter tout ça, les évolutions qu'il y a eu, et puis même ce que tu faisais avant, enfin, tout ton parcours? Ok. Du coup, moi, j'ai fait des études de commerce international spécialisées agroalimentaire. J'ai travaillé pour des très grosses entreprises, des très grosses multinationales, donc dans le transport, la logistique et pour une grosse entreprise du luxe, enfin, dans le luxe. En fait, j'ai commencé aussi en étant salariée à m'intéresser en fait à tous les sujets liés à l'écologie de manière assez large. Et il y a une sorte de dissonance cognitive qui a commencé à se créer entre ce que je faisais dans mon travail et ce que j'essayais de mettre en place dans mon quotidien à titre personnel. Et donc en fin 2017, début 2018, du coup j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais pour me laisser un temps de réflexion pour savoir ce que je voulais faire, puisque j'ai toujours voulu être à mon compte, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Et donc à ce moment-là, en 2018, j'ai pris du temps pour aller à la rencontre d'associations locales. À ce moment-là, j'étais sur Orléans, donc d'associations qui œuvraient pour la protection de l'environnement de manière assez large. Et je me suis aussi rapprochée de la communauté zéro déchet qui était sur place. Et voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, je me suis inspirée de beaucoup de choses. Et en même temps, moi, dans mon quotidien, je continuais à essayer de mettre en place un maximum de choses pour essayer de réduire mon impact négatif sur l'environnement. Et donc en 2018, j'ai aussi fait une formation à la CCI Création Reprise d'entreprise qui a duré 2 mois et qui m'a permis aussi de définir un peu mieux mon projet. Et donc fin 2018, je me suis lancée à mon compte et en fait je me suis juste dit à un moment donné, il faut y aller. Et qu'est-ce que j'ai moi à proposer aux gens, quelle valeur ajoutée je pourrais leur proposer. Et donc ce que j'avais pour moi, c'était que je commençais à avoir pas mal de connaissances euh, sur les sujets d'environnement et notamment sur la réduction des déchets tout simplement. Je fabriquais plein de produits dans mon quotidien. Je faisais presque plus de déchets chez moi. Et du coup, j'ai commencé à proposer des ateliers zéro déchet. Voilà, donc je proposais aux gens de leur montrer comment ils pouvaient fabriquer leurs produits, puis ils repartaient avec. Et l'idée, c'était qu'ensuite, tout ça, ça se diffuse. Voilà, je sais pas si tu veux que je continue après sur la suite. Du coup, là, c'était plus aux particuliers que tu t'adressais, ou c'était dans le cadre d'associations, je ne sais quoi? Alors, c'était auprès des particuliers dans un premier temps où j'animais en fait des ateliers dans des épiceries ou des lieux un peu typiques du Mans. Je crois que le premier atelier que j'avais fait, c'était une épicerie végétale Veg Me Up, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est chez eux que j'avais fait mon premier atelier. Et oui, donc c'était auprès des particuliers dans un premier temps, mais après, du coup, j'ai commencé à me faire un petit peu connaître. Donc il y a quelques entreprises qui m'ont sollicité, des associations et puis aussi surtout des écoles. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc à ce moment-là, tu étais en auto-entrepreneur, tu m'as dit que tu avais fait Ouais, je me suis mis après en... le stage à la CCI. Ouais, c'est ça. En fin 2018, j'ai créé en fait une micro-entreprise puisque c'était ce qu'il y avait de plus facile, de plus simple. Et à ce jour, j'ai toujours ce statut-là. La question se pose de changer, mais voilà, pour l'instant, je reste comme ça. C'est un statut qui est plutôt facile. Et quand on est en prestation de service, ça a aussi pas mal d'avantages. Voilà. Et quand tu as quitté ton job, du coup, pour te lancer à ton compte, comment a réagi ton entourage? Est-ce qu'il y a eu des peurs, des doutes? En réalité, j'ai toujours été plutôt soutenue. Mhm. Et je pense que personne ne s'est trop inquiété pour moi parce que de toute façon, j'ai toujours été hyper bosseuse, hyper travailleuse. Et
enfin voilà, le fait de me mettre à mon compte, c'est un truc que j'ai toujours voulu et là, ça me faisait pas peur parce que voilà, quand il y a du travail à fournir, je le faisais. Et bon, pour vous donner un exemple, quand j'étais étudiante, donc j'ai fait mon premier stage à Malte et après, donc ça c'était à l'époque où je prenais encore beaucoup l'avion et donc je retournais très souvent à Malte et quand j'étais sur place, et eh bien en fait, je proposais des prestations de, comment on appelle ça, je faisais de la prothésiste ongulaire. En fait, je m'étais improvisée prothésiste ongulaire et du coup, voilà, je proposais ça et je faisais très bien mon travail. Hein, j'avais pas de formation là-dedans, mais voilà, de me lancer dans les créations d'activités, ça m'a jamais fait peur. Donc, je me suis dit, au pire, ça ne fonctionne pas. Au pire, je n'ai rien à perdre. J'investis pas beaucoup d'argent, donc on verra ce que ça donne, quoi. C'était un peu ça l'idée. Ok. Tes tout premiers clients, donc quand tu t'es lancé dans ton activité plus zéro déchet, tu les as trouvés où? Donc tu m'as dit que tu faisais dans des épiceries ou autre. Est-ce que c'est comme ça que tu les as trouvés, les premiers clients? Bah, au début, je créais souvent des événements sur les réseaux sociaux pour communiquer sur ces ateliers zéro déchet. J'ai aussi assez rapidement fait des communiqués de presse pour soit promouvoir un événement ou parler de mon activité. Et c'est comme ça aussi que j'ai du coup décroché, on va dire, mes premiers clients plus professionnels, enfin qui ne sont pas grand public, mais qui étaient plutôt des structures voilà, pro. Et alors, moi aussi, je fais beaucoup de zéro déchet chez moi, à la maison, etc. Autant conseiller des particuliers, je trouve ça assez simple. Comment tu passes du conseil aux particuliers au conseil en entreprise, en structure, etc. Ouais, alors quand je dis qu'ensuite j'ai été, que je suis intervenue dans des entreprises pro, enfin entreprises commerciales, on va dire. En fait, à chaque fois, quand on me sollicitait, c'était pour faire de la sensibilisation auprès des collaborateurs, donc finalement des citoyens. Ou alors, par exemple, donc moi, depuis 4 ans, j'interviens à la maison d'arrêt du Mans. Donc, j'y vais une fois par semaine pour proposer des ateliers éco-citoyens, éco-responsables. Donc, c'est très varié, en fait. Je vais faire aussi bien des ateliers de cuisine anti-gaspi que des ateliers zéro déchet, que des animations de sensibilisation par le jeu, etc. Et donc là, pareil, en fait, je m'adresse auprès des détenus, donc c'est aussi des citoyens. Donc sur la partie réduction des déchets, voilà, ça a toujours été plutôt adressé aux personnes plutôt que à la réduction des déchets des structures dans leur ensemble, quoi. Okay. Et donc maintenant, ton entreprise a évolué. Donc pourquoi est-ce que tu as décidé de faire évoluer comme ça? Comment ça s'est passé? Et en quoi consiste ton activité exactement aujourd'hui? Ok. Du coup, en effet, donc depuis 10 ans, mes activités ont évolué. Déjà parce que j'ai découvert d'autres outils, que j'ai eu d'autres opportunités. Et également que j'ai aussi cheminé, moi, dans ma transition, on va dire. Donc, pourquoi je propose moins d'ateliers zéro déchet, ou en tout cas, j'en fais moins la promotion. Je continue à en faire quand on me sollicite, mais je n'en fais pas la promotion. C'est tout simplement parce que il y a plein de choses qu'on peut faire qui auront plus d'impact qu'avoir un mode de vie zéro déchet. Donc, c'est top de réduire ses déchets, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour l'environnement. Donc j'ai décidé déjà de mettre mon énergie plutôt là-dessus. Donc là, je vais parler plutôt de sensibilisation sur le climat, sur la biodiversité, etc., au lieu de me centrer seulement sur les déchets. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que la première année, c'était plutôt facile de remplir les ateliers, mais je dirais que peut-être depuis le Covid, il est de plus en plus difficile. En tout cas, moi, j'ai eu de plus en plus de difficultés à remplir les ateliers. Et en fait, c'était très peu rémunéré. Et moi, il fallait aussi que je puisse gagner ma vie si je voulais continuer cette activité. Donc, j'ai décidé de mettre le zéro déchet un petit peu de côté et de m'axer en fait sur d'autres activités qui pouvaient être aussi plus rémunératrices. Puisque voilà, encore une fois, si on veut qu'il y ait plein de monde qui puisse faire ces métiers-là, il faut aussi pouvoir les payer. Et donc du coup, en 2019, j'ai découvert notamment la fresque du climat, qui est aujourd'hui un outil que j'utilise beaucoup pour sensibiliser les gens sur les enjeux climatiques. Donc
voilà, dès 2019, je me suis formée et depuis, j'ai animé des centaines et des centaines de fresques. Et puis, donc on parle de la fresque du climat, mais il y a aussi d'autres fresques derrière. Donc, je me suis aussi formée à d'autres fresques, fresques du numérique, fresques de la construction, etc. Mais c'est des fresques que j'anime quand même moins parce qu'il y a moins la demande et aussi parce que tout ça, ça prend aussi du temps et de l'énergie. Et voilà. Très rapidement aussi, je me suis formée à la méthode bilan carbone. Donc, je propose aussi des bilans carbone pour les entreprises. Et après, je vais aussi répondre à des demandes un peu sur mesure. Voilà, on va me demander par exemple une école qui va me dire est-ce que tu pourrais faire un cours sur le chocolat éthique pour mes étudiants? Et donc là, je dis ok, très bien, c'est parti, je me lance là-dedans. Voilà, donc en fait, c'est fait aussi d'opportunités et de ce qui me semble essentiel. Voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que, donc tu disais tout à l'heure qu'au début, tu communiquais pas mal sur les réseaux. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te fais connaître? Comment est-ce que tu trouves tes nouveaux clients? Est-ce que c'est toujours en communiquant sur les réseaux? Est-ce que c'est plus le bouche à oreille? Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup le temps de me consacrer à la communication parce que, voilà, comme je viens de le dire, ça prend du temps et je n'ai plus ce temps. En tout cas, j'ai décidé de garder ce temps pour avoir du temps libre aussi. Après, j'ai de la chance du coup d'avoir commencé à me créer un réseau, donc à la fois un réseau de consultants sur une zone assez élargie en France et d'avoir aussi réussi à conserver des partenariats avec des structures d'une année sur l'autre. Donc que ce soit des écoles, la maison d'arrêt, que ce soit d'autres clients qui me sollicitent d'une année sur l'autre, eh bien, ça me permet du coup de pouvoir pérenniser mon activité. Mais c'est vrai que du coup, comme tu me le disais tout à l'heure, si vous regardez sur internet, vous tapez mon nom ou ma structure, vous allez tomber sur beaucoup d'articles qui traitent du zéro déchet. Or maintenant, c'est peut-être moins de 5% de mon activité, je dirais. Donc peut-être qu'il faudrait que je refasse un petit peu de com, justement. Ouais. Être un tout petit peu à jour. C'est ça. Dans tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu des galères, des moments où... Je dirais que, je sais pas si c'est de la chance ou du travail, ou voilà, mais depuis 6 ans, enfin ça fait 6 ans, je suis toujours là et j'arrive à gagner ma vie avec mon activité. Les galères, je pourrais dire, c'est surtout essayer de réussir à gérer son stress et la pression parce que quand on est à son compte, enfin en tout cas pour ma part, j'essaye d'accepter toutes les missions qu'on me propose. Et parfois ça peut être des missions qui sont un petit peu loin, parfois ça peut être des missions qui sont pas hyper évidentes à réaliser. Enfin voilà, comme j'ai tendance à accepter beaucoup de choses, je peux avoir aussi beaucoup de choses en un temps réduit et ça peut occasionner beaucoup de stress. Et puis la deuxième chose, c'est voilà, enfin moi par exemple cette année j'ai très bien travaillé, mais je sais pas si j'aurai du boulot pour l'année prochaine. Et quand on est à son compte, voilà, on sait jamais si d'une année sur l'autre l'activité va être pérennisée. Donc je dirais que moi c'est plutôt ça mon challenge, c'est de réussir à gérer le stress et la pression quand il y en a. Mais finalement c'est peut-être dans toutes les activités, et même quand on est salarié on peut être face à ces problématiques. Donc, Oui, moi je pense surtout à l'heure actuelle, autant pendant longtemps le salariat, on était sûr d'avoir un salaire, que ça durait, etc. De plus en plus, c'est très incertain. Même la fonction publique, qui était le summum de la sécurité, ça allait un peu moins qu'avant. Donc je pense que de toute façon, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Donc autant se faire plaisir. C'est ça. Après, je dirais que là, mon dernier challenge ou coup dur, si on peut dire, c'est que vous avez sûrement tous entendu parler de l'éco-anxiété, et moi c'est un truc qui est assez présent. Et en ce moment là, depuis quelques mois, c'est de plus en plus difficile pour moi de parler du dérèglement climatique et de ces sujets-là. Or c'est le cœur de mon métier, donc c'est un peu un souci, donc j'essaye de régler ça. Mais voilà, en ce moment c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Il y a plein de bonnes nouvelles, il faut essayer de se concentrer là-dessus, mais on entend parler plus des mauvaises nouvelles. Donc, on a l'impression que rien ne va assez vite. C'est ça.
Et puis c'est vrai que moi, dans mon travail, en fait, comme c'est surtout de la sensibilisation et de la formation, bah, je suis tout le temps face à des personnes qui, je vais pas dire qui découvrent le sujet, mais qu'on rencontre pour la première fois. Et donc, en fait, on a l'impression tout le temps de répéter les mêmes choses face à des gens qui, voilà, qui découvrent et il faut reprendre à zéro, etc. Donc à la fois, c'est génial parce qu'on se dit que ce qu'on fait, ça a du sens. Et en même temps, bah, on se dit, mais purée, il y a tellement de gens qui découvrent en fait ce qu'il faudrait faire pour essayer de réduire son empreinte carbone, qui découvrent, je sais pas, l'effondrement de la biodiversité. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et voilà, parfois c'est un petit peu rageant, mais bon, il faut continuer. Et voilà, plus on sera nombreux et plus on y arrivera, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que comme on en parle beaucoup plus dans les médias, etc., notamment du climat, principalement du climat, hein, dans les médias on parle quand même que du climat, les autres limites planétaires on n'en entend pas beaucoup parler, mais on a l'impression que c'est bon, tout le monde est au courant, quoi, mais en fait nous on est dans notre pas bulle, réellement, quoi. C'est ça. Nous on est dans notre bulle, mais c'est pas la réalité de tout le monde, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu... Et du coup, l'éco-anxiété, justement, on a tendance à dire que le fait d'agir, d'essayer de faire bouger les choses, etc., ça aide à réduire l'éco-anxiété. Du coup, tu n'as pas tellement ce sentiment-là, toi? Si, dans le sens où, là par exemple, moi mon dernier challenge c'était de ne plus avoir de voiture, et là ça va bientôt faire 1 an que j'ai plus de voiture, et au début c'était difficile. Et aujourd'hui, mais en fait je suis tellement heureuse quand je me déplace en vélo parce que je me sens hyper alignée en fait avec mes valeurs, et du coup ça me remplit de joie. Donc, du coup, d'être dans cette action-là, ça me fait du bien, mais finalement, ça me concerne moi. Et ce qui me ferait encore plus du bien, c'est de réussir à engager plus de monde. Et ce qui se passe, c'est que, donc, par exemple, quand on anime des ateliers tels que la fresque du climat ou d'autres, si derrière, on ne suit pas les gens, finalement, on ne sait pas l'impact qu'a eu l'atelier sur eux. On ne sait pas si ça les a vraiment impactés, si derrière, ils ont mis en place des actions. Et peut-être que si j'avais des retours de ces personnes-là qui me diraient, voilà, Anaïs, depuis l'atelier, j'ai mis en place telle ou telle chose, peut-être que finalement, je me dirais, ok, ça me donnerait de la force en fait pour continuer. Mais souvent, on n'a pas de nouvelles en fait des gens après, et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu frustrant. Oui, voilà. Parce que du coup, tu as vraiment l'impression de toujours repartir de zéro, et tu sais pas si ce que tu as fait, ça a vraiment servi à quelque chose. C'est ça. Et du coup, dans les endroits où tu retournes d'une année sur l'autre, les écoles, la maison d'arrêt, est-ce que tu as un peu plus de retour sur les changements que ça a pu avoir? Après, les écoles, c'est des enfants, donc c'est un peu différent. Et puis la maison d'arrêt, en fait, il faut savoir que moi, j'interviens dans un endroit où c'est des petites peines. Donc ça veut dire qu'en fait, toute l'année, ça tourne, il reste pas longtemps. Et en fait, c'est des gens que je ne reverrai pas derrière. Donc je pense qu'il y a des choses qui cheminent forcément, c'est obligé. Après, ça m'est déjà arrivé de recroiser des gens par hasard dans la rue ou à des événements. Et oui, ils évoquaient le fait que vraiment ça leur avait plu et que ça avait eu un réel impact et qu'ils avaient mis en place telle ou telle chose. Ou en tout cas que ça les avait vraiment fait réfléchir. Mais voilà, c'est très peu de gens, et c'est d'ailleurs pour ça que là, avec quelques personnes, on est en train de réfléchir à comment on pourrait essayer de mesurer l'impact de nos fresques. Parce que derrière, on pourrait avoir un peu une idée des actions qui sont mises en place à la suite de ces ateliers, et puis de mesurer quantitativement l'impact aussi, ne serait-ce qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être épargnées. On peut imaginer que la fresque du climat, où c'est plus d'1,2 million personnes qui ont fait l'atelier, imaginons que chaque personne ait réduit peut-être, je sais pas, d'1 tonne ses émissions de gaz à effet de serre chaque année, en fait, ça fait beaucoup. Énorme. Ça fait beaucoup. Donc, voilà. Ouais, c'est chouette. Et du coup, quand tu vas dans les écoles, c'est à partir de quel âge, en fait Alors, j'ai du mal à me dire à partir de quel âge est-ce qu'on en parle vraiment dans les écoles. Par exemple, là, j'interviens dans les écoles de la ville du Mans parce que l'année dernière, j'ai répondu à un appel d'offres où ils recherchaient des intervenants dans plein d'activités sur les temps du midi, donc prof de basket, de foot, de danse, je ne sais quoi, et il y avait aussi d'éducation à l'environnement, à l'éco-citoyenneté. Et donc du coup, j'ai été sélectionnée, et donc c'est un marché qui est sur 3 ans. Avec un nombre de séances sur l'année, et donc j'interviens sur le temps du midi et sur les mercredis après-midi.
Ça peut commencer avec des ateliers auprès des moyennes grandes sections. Donc là, on va vraiment être sur... En fait, il faut se dire que l'impact qu'on va avoir sur les enfants, il va être peut-être moins important que sur des adultes parce que ça reste des enfants. Mais l'idée, c'est de commencer en fait à leur ouvrir l'esprit sur les questions, que ce soit de sur les animaux, sur les insectes, sur les plantes, ou sur la réduction des déchets, ou sur l'anti-gaspi. Enfin voilà, essayer de les ouvrir à tous ces sujets un peu écologiques et que finalement ils soient en fait accoutumés à tout ça et que ça soit dans leur quotidien. Donc par exemple avec les maternelles, on va apprendre à faire de la peinture soi-même, puis on va faire des peintures, ou alors on va apprendre à faire de la pâte à modeler, donc on va la faire soi-même. Et puis du coup, on essaye de leur faire passer des messages, mais forcément, on sait très bien que quand ils sont en maternelle, voilà. Mais après, du coup, avec les plus grands, on va réussir à faire plus de choses. Donc, par exemple, je vais pouvoir proposer des fois, si l'école a un bout de jardin ou s'il y a un parc à côté, on va aller faire des herbiers pour découvrir un peu les plantes. On va aussi essayer d'observer les insectes, les animaux, etc. Ou ça peut être aussi dans les écoles, donc des ateliers zéro déchet, où là, alors ce qu'ils adorent, c'est par exemple apprendre à fabriquer leur dentifrice. Donc là, on va faire un peu aussi de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, donc essayer de relier comment prendre soin de soi et prendre soin de la planète en même temps. Ou ça peut être aussi fabriquer du baume à lèvres, alors ça, ils adorent. Ou alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on peut faire soi-même avec des produits sains pour pas cher, que ça peut être super sympa et qu'en plus c'est écologique, c'est bon pour l'environnement, ça fait moins de déchets. Enfin, voilà. L'idée, c'est de rabâcher un peu toutes ces petites phrases qui finalement vont peut-être aussi ramener à la maison. Moi, je sais qu'à chaque fois, je leur donne les recettes pour que ensuite ils les passent à papa, maman. Enfin voilà. Après, tout ça, c'est à force de... Mais c'est ça en fait, c'est à force de le ressasser que ça va rentrer dans les esprits. Donc ça va être moi, mais ça va être les professeurs, mais ça va être... Enfin voilà. Ouais, c'est chouette parce que moi j'ai 2 enfants, un qui est en moyenne section et l'autre qui est en CE1. Et en maternelle aussi, voilà, ramasser des plantes, des herbes, des choses comme ça ils le font de toute façon. Et puis ils ont aussi planté quelques graines, ils avaient un petit coin potager dans la cour l'année dernière. Et mon grand, lui qui est en CE1, l'année dernière et cette année, 2 ans de suite, là ils ont fait chaque année un ramarchage avec l'école et ça je trouve ça chouette aussi. Ouais. Mais oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça peut être aussi des... Enfin, en fait, des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, j'ai fait aussi des ateliers cuisine anti-gaspillage. Et donc, on avait fait, par exemple, des gâteaux à la banane. Donc, gâteaux à la banane avec donc des bananes très mûres, très noires, qu'on mangerait pas comme ça et que peut-être qu'on jetterait. Et avec la peau, on avait fait des cakes à la banane. Et au début, c'était là, ah, mais c'est dégoûtant, machin. Et puis au final, après, ils ont adoré. Ou alors, je vais ramener des fruits qui vont être un peu amochés, voilà, des pommes un petit peu amochées, des choses comme ça. Et puis à faire avec, on va faire la compote ou des chips de pommes ou des gâteaux aux pommes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et leur montrer que une pomme qui est un peu pourrie, en fait, on a juste à enlever le petit bout qui va pas et puis on peut faire plein de choses avec. C'est plein de... Voilà, comme tu disais, c'est semer des graines et voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et être responsable? Eh ben, lancez-vous déjà, juste lancez-vous. Enfin, c'est la première des choses que souvent on a peur de se lancer, mais allez-y, de toute façon, vous n'avez rien à perdre et ça pourrait être que bénéfique. Et après, je dirais peut-être de s'entourer aussi, d'essayer de se créer un réseau, peut-être de personnes qui travaillent aussi dans ce secteur-là, parce que en fait, j'ai l'impression que dans ce milieu on va dire, des entrepreneurs éco-responsables, on essaye d'être un peu soudés et d'essayer de faire des choses ensemble. Donc je pense que ça peut être intéressant de se rapprocher de personnes qui ont des activités, en tout cas avec une valeur écologique. Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux rajouter de plus, mais... C'est très bien. Donc du coup, on peut te retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais c'est pas à jour. Après, oui, vous pouvez me contacter quand même sur Facebook, Instagram ou sinon sur mon mail. Enfin, même s'ils ne sont pas à jour, ils fonctionnent. Donc, c'est Quana partout.
Ouais, Facebook c'est Equana, Instagram c'est Equana et mon mail c'est hello@equana.fr. Donc Ok. Equana s'écrit Ekwana. Ok, Voilà, bah de toute façon, tu me donneras les liens, je mettrai en dessous, ça en marche. description. Et ben, merci beaucoup Bah, Anaïs. merci à toi. Et puis, retrouvez-moi prochainement pour d'autres interviews d'entrepreneurs éco-responsables. Et puis, appuyez sur le petit pouce pour dire j'aime et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent voir ces vidéos. Ciao, ciao! Salut!